Franck, moi qui viens de la peinture, du dessin et toi des arts, disons de la scène, je voudrais prendre un troisième mot qui continue notre dialogue, en commençant par te raconter une petite histoire qui surprend à chaque fois les élèves. Le mot, ce serait tracer un cadre, dessiner un espace. Chaque fois que je dessine, je trace un cadre sur ma page, en fait. Je délimite mon espace à moi. Et quand j'impose, c'est presque une des choses qui revient le plus souvent en cours de dessin, parce qu'en peinture, la question ne se pose pas de la même façon. Je leur dis, commencez par tracer un cadre. Et ils me répondent toujours, ben, la feuille est un cadre. Oui, mais ce n'est pas votre cadre, ce n'est pas votre espace. Et on a une différence avec la photo, avec le cinéma, même si on peut faire des split screens, des coupures d'écran, et puis diviser avec plein de choses. La bande dessinée a un autre espace à investir, la case et puis la série d'images. Le point commun, il me semble, entre ta pratique et la mienne, c'est celle de délimiter son propre espace, tracer un cadre. Ce qui fait que sur une page rectangulaire, je peux dessiner un cadre rond, je peux dessiner un cadre carré, mais le faire tomber dans la page. Et mon dessin va changer de sens et d'impact sur l'espace restant. Et c'est finalement une question qui est assez complexe, ça m'étonne à chaque fois pour un étudiant, parce que il ne voit pas l'intérêt de tracer un cadre, et je te dirais même qu'avec le temps, si j'en trace pas un moi-même avant de commencer, je suis pas tellement dans mon espace. J'ai besoin toujours de tracer ce cadre. Je voulais savoir si c'était ton cas, si c'était peut-être en termes de scène ou même de scotch au sol. Est-ce que vous avez vous aussi besoin de délimiter un espace avant même de commencer? Oui, alors de façon globale, une action se joue toujours dans un espace. Et cet espace est bien entendu délimité, que ça soit au théâtre ou au cinéma. Bon, au cinéma, bien entendu, c'est encore plus délimité avec la notion de cadre. Au théâtre, il y a malgré tout la notion de scène avec qui plus est aussi ce qu'on appelle le manteau d'Arlequin, c'est-à-dire le grand arceau qui surplombe la scène et l'avant-scène. Et sur une scène de théâtre, par exemple, si on prend une scène assez grande, on n'est pas obligé d'utiliser toute la scène pour commencer à faire travailler, par exemple, un acteur ou un comédien débutant, parce qu'il risque vite d'être perdu dans une sorte d'immensité. Si on prend une scène de 50 mètres d'ouverture, ou même ne serait-ce qu'une scène de déjà 10 mètres d'ouverture, finalement, on s'aperçoit que l'acteur ou le comédien débutant rentre dans cet espace, mais sans dialoguer en fait avec cet espace. Et en fait, il ne dialogue pas avec cet espace, ce qui est donc bien entendu un manque cruel, hein, parce que justement, c'est un petit peu comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que bah, il n'a pas défini son espace. Il n'a pas défini son espace, il n'a pas imaginé. C'est plus qu'un espace, puisque c'est vrai que plus basiquement en peinture, vous êtes d'abord en deux dimensions. Après viendra la troisième dimension de la profondeur, etc., de la perspective, etc. Mais en fiction, au théâtre ou au cinéma, on est tout de suite dans trois dimensions. Donc c'est encore quelque part, c'est pas un simple cadre à deux dimensions qu'il faut tout de suite cerner. C'est un cube, c'est un volume. Je dirais même Donc, quatre vous concernant, parce que le temps va arriver tout de suite, très et vite. alors en plus, évidemment, alors après, on a la notion de temps, évidemment. Bon, ça c'est encore autre chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, c'est très marrant puisque on demande à un acteur ou un comédien de venir sur le plateau, sur scène, et puis de marcher dans cet espace pour essayer d'instinctivement le découvrir. Eh bien, en fait, son premier réflexe, et surtout s'il y a plusieurs personnes en même temps qui se mettent à marcher dans cet espace, ils se mettent
très généralement à tourner en rond et à tourner tous dans le même sens. Et parce que ben voilà, ils ne savent pas encore s'approprier un espace qui va justement être un espace personnel. Tout de suite, tout est ramené au collectif et au collectif, on imite, par mimétisme, on suit celui qui a commencé à faire quelque chose. Donc, pour le coup, on est complètement hors cadre. C'est-à-dire que là, faut tout arrêter et leur dire non, non, stop, c'est pas du tout ça. Et comme tu viens de le dire, justement, non, non, euh, appropriez-vous un espace qui vous appartient, découvrez cet espace, tous les moindres recoins de cet espace, dans les moindres recoins de cet espace, ces recoins peuvent vous inspirer des choses différentes suivant l'endroit où vous êtes sur scène et dans ce volume, mais aller dans une découverte personnelle de ce cadre. Si l'un va d'un côté, ne le suivez pas particulièrement, faites votre propre découverte, dessinez votre espace et appropriez le vous. Et bien entendu, après, on aura des notions très précises de l'espace suivant le type de personnage qu'on va jouer, puisque bien entendu, suivant le personnage en question, on n'aura pas la même façon d'utiliser l'espace ou d'agir dans cet espace. Donc voilà, cette notion est très très importante de toute façon, basiquement. Si je continue la comparaison, moi, nous, ce temps de déroulement de prise de l'espace par le corps du comédien, il a lieu immédiatement, c'est-à-dire si tu poses pour que je te peigne, il va falloir que je choisisse, si je glisse doucement du dessin à la peinture, un châssis, un cadre, une toile, et donc je vais décider si je te fais en pied, en entier, le visage ou petit dans l'espace. Je vais décider d'un cadre, c'est-à-dire tout ce temps de travail, je dois intuitivement me projeter en avant en disant ça serait mieux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et pour continuer ta comparaison, c'est que qu'est-ce qui fait que je vais décider que toi, Franck Tonnelier, je fais ton portrait, tu pourrais poser debout, tout en pied. Je pourrais faire que ton visage et tu poses debout. Donc, je vais choisir une posture que je pressens. Hein, c'est avec un modèle que je ne connaîtrais pas. Il me faut 10 minutes, le temps qui s'installe pour que je le découvre. Et ce qui va avec ma remarque du début de glisser sur occuper un espace, on arrive tout doucement à composer le personnage à l'intérieur de cet espace. C'est que c'est le cas, on en plaisantait en préparant ici. Si je suis sur le bord du cadre et que j'ai du vide à côté de moi, si je te peins et que je sais que tu as du tempérament, et c'est le cas sur la vidéo là, j'aurais plutôt intérêt à te remplir dans l'espace pour qu'on ait l'impression que tu vas l'éclater. Alors que si tu te mettais très très loin et très très petit, tu aurais l'air d'un petit bonhomme tout simple. Je vais, dans la disposition, dans mon cadre, raconter quelque chose qui est presque, j'exagère pas, plus important que la précision du dessin, de la couleur, la façon dont je compose dans l'espace mes masses, le vide, le plein, a un sens très profond et je vais peut-être t'étonner, hein, il a un sens psychologique en fait, Bien sûr, qui raconte quelque chose de celui que je vais dessiner. bien entendu, enfin, ça ne, entre guillemets, ça ne m'étonne pas du tout puisque on a exactement la même notion de scénographie. Je pense que ce soit au théâtre, au cinéma, ou en peinture, ou en danse, ou voilà, où il y a tout un langage, bien entendu, de l'espace et des proportions dans l'espace, que ces proportions-là soient purement matérielles en termes de décor ou de lumière, ou qu'elles soient totalement physiques en termes de personnages présents ou représentés. On va avoir, pardon de te couper, je termine juste là-dessus, concernant le cinéma, c'est bien pour ça qu'on fait en amont et que les films qui le font sont souvent bien meilleurs après, enfin, dans leurs résultats. C'est pour ça qu'on fait un storyboard où on va analyser toutes les proportions du plan, etc. Et le langage du storyboard dit exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que si on prend quelqu'un
en plongée, on va le rendre très petit. Si on le prend en contre-plongée, on va le rendre très dominant, très grand. Effectivement, voilà. Alors là, pour le coup, et même sur une scène, on joue avec ces effets de cadre et de mise en profondeur ou non de l'image dans sa moindre proportion. Là, J'ai pour le coup, l'impression que dans ce que tu décris, exactement pareil. dans ce que tu décris, par contre, que j'ignorais, le cadre du cinéma, quand tu joues, tu ne le connais pas. Alors que le cadre, entre guillemets, du théâtre, quand tu joues, c'est toi qui le fabriques, entre guillemets, l'espace que tu... Ça doit être Alors, très différent dans la façon d'appréhender, y compris peut-être de voir les rushs ou de ne pas les voir. ouais, alors après, toujours pareil, tout dépend avec quel type de réalisateur tu travailles, hein. Normalement, un réalisateur scrupuleux et méticuleux te précise très exactement dans quel cadre tu vas être filmé. Voilà. Alors après, il y a d'autres personnes qui travaillent de façon beaucoup plus aléatoire et ça peut être aussi une volonté. Et il vaut mieux que ça soit une volonté, parce que si c'est pas une volonté, travailler dans l'aléatoire à ce niveau-là, ça peut être fâcheux au bout du compte. En revanche, avec des gens qui ont extrêmement préparé leur film, généralement, leur cadre est très précis et tu es mis en place. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on trouve des scotch donc au sol, comme tu disais au tout début de notre conversation, des marques, puisqu'il faut absolument tomber sur cette marque entre deux déplacements, aller d'une marque à l'autre de façon très précise pour des questions de respect, pas uniquement de mise en scène, ou de scénographie, mais aussi et surtout pour le cinéma, d'homogénéité de l'image et du cadre. Est-ce que c'est les Euh, scotch au sol, ils te servent quand tu joues? Est-ce qu'ils te servent de béquille, entre guillemets, ou bah, de repère? oui, parce que tu dois bien entendu être au moment où la prise se déclenche, l'acteur, le comédien, il est obligé d'être dans la désinhibition, c'est-à-dire que il peut plus, comment dire, regarder d'un coin de l'œil où sont les repères. Donc, le fait d'avoir des marques au sol, on le répète un petit peu à l'avance et en fait, on mémorise toujours cette notion d'espace et de cadre. On mémorise, euh, par exemple, un certain nombre de pas. Voilà, et à force de le répéter, on retombe généralement pile sur la croix en question faite par debout de gaffeurs. Donc voilà, et on mémorise ça. Au théâtre, on peut pas mettre des scotch sur la scène parce que c'est très moche. Et voilà. Par contre, à force de répétition, on revient très exactement toujours au même endroit. Voilà, et on répète exactement la même mécanique, bien sûr, en y mettant de plus en plus de liberté à l'intérieur. Mais si on a un effet de scénographie, parce que le metteur en scène ou le réalisateur le demande, eh bien, on doit être aussi capable, sans repère au sol, de se repérer instinctivement et précisément dans l'espace. D'où cette fameuse notion d'espace qui est très importante et qui, en fait, doit devenir aussi une deuxième nature quelque part. Je voudrais ajouter une dernière chose sur cette question de cadre qui fait un rapprochement entre nos deux pratiques, c'est que une fois que là je suis dans un cadre carré, on a tendance à peut-être la comparaison va t'amuser aussi. Pour faire simple, on met rien au milieu parce que au milieu c'est toujours intéressant. Et si tu mets quelque chose au milieu, bon, le portrait, c'est la plus facile des comparaisons, tu auras des égalités d'espace vide autour et surtout rien d'intéressant dans les angles. Mmh. Et c'est plus facile de mettre une tête dans l'angle et de rendre intéressant ce qu'il y a là-bas. Donc, on évite à l'intérieur de ce cadre, une fois tracé ce cadre, c'est pour moi l'occasion, en enseignant ou en pratique,
de m'intéresser dès le début à qu'est-ce qui rentre par le haut ou qu'est-ce qui sort par le bas. Parce que finalement, la zone moyenne, je suis à peu près sûr qu'elle est là, en fait. Je suis sûr qu'il va s'y passer quelque chose d'intéressant, même s'il n'y a rien d'intéressant, en fait, puisque c'est la zone privilégiée. En traçant un cadre, ça me permet de faire attention à ces zones moins importantes qui doivent le devenir, qui doivent être le plus travaillées possible pour qu'elles soient valorisées. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle notamment au théâtre s'approprier l'espace. Et s'approprier l'espace, ça veut bien dire, hein, entre guillemets, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on ne doit omettre aucune partie de cet espace. La totalité de cet espace doit être, comment dire, Habité. ouais, justifié, utilisé, et d'ailleurs, autant par son plein que par son vide. D'où le fameux langage dont tu parlais tout à l'heure, qui est à la fois psychologique, bien sûr, mais aussi émotionnel. C'est-à-dire que la notion d'espace, quand elle est bien gérée, déclenche aussi des émotions pour le spectateur, bien entendu. Et on retrouve ça dans le cadre au cinéma avec bien des plans qui parfois ne sont pas que fait avec la recette basique des trois tiers et qui sont un petit peu plus élaborés que ça et où là, d'un seul coup, on a quelque chose qui vient nous frapper, auquel on ne s'attendait pas. Et c'est cet approfondissement de ce langage où on a déterminé depuis déjà pas mal de temps dans l'histoire du cinéma et du théâtre un certain langage, mais qui continue de s'approfondir. On peut toujours trouver de nouvelles notions d'espace, et continuer d'approfondir ce langage. Voilà. Mais je propose, parce que là, on aborde et commence un mot qui arrivera bientôt, c'est celui de composer, d'organiser l'espace à plusieurs. Je propose qu'on en reste à ça et qu'on passe à un quatrième mot. Très bien, avec plaisir.